Comment un objectif mythique des années 80 peut être associé à un boîtier hybride ultramoderne? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et pour cela nous sommes, en Camargue. Faisons un peu d'histoire. Au, au début des années 80, la guerre a déjà commencé entre Canon et Nikon. Et, euh, et Nikon avait pris de l'avance, en particulier avec des boîtiers extraordinaires. D'abord jusqu'à la fin des années 70 avec le Nikon F2. Et puis en 1980, Nikon a sorti un superbe nouveau boîtier professionnel, le Nikon F3, qui a d'ailleurs été un des boîtiers qui était en vente le plus longtemps, jusqu'au début des années 90. Ce boîtier était robuste, bourré d'électronique, mais en le cachant. Il avait un moteur qui permettait de faire des rafales à 6 images par seconde. En somme, une merveille, qui était en plus associé à un pose-mètre sous la chambre réflexe, et le miroir principal était semi-transparent. Donc il y avait énormément de nouvelles technologies dans ce boîtier-là, qui pouvaient présager pour Nikon une super belle décennie des années 80. Mais c'était sans compter avec les efforts déployés par les ingénieurs Canon. Et en 1980, Canon a développé un objectif exceptionnel qui n'était pas dans la gamme Nikon, un superbe 400 mm f2.8. Qui est devenu très rapidement mythique, hein, ce grand objectif blanc qu'on a retrouvé très rapidement au bord de tous les stades, bon, qui à l'époque était difficile à manier, hein, parce qu'il pesait quand même plus de 5 kg, mais force était de constater que Canon avait, à partir de 81 ou 82, je ne sais plus exactement, un 400 mm f2.8 dans sa gamme, alors que Nikon se contentait d'un déjà ancien 400 mm f3.5 qui ne faisait pas le figure à côté du monstre Canon. Donc Nikon s'est retrouvé face à deux choix, soit suivre Canon et sortir rapidement un 400 mm f2.8, soit faire quelque chose de plus exceptionnel. Et c'est la deuxième voie, assez logiquement, qui a été choisie par les ingénieurs de Nikon, qui ont voulu dépasser Canon dans le domaine des téléobjectifs très lumineux. Et en préparant les Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, vous vous souvenez peut-être que ces Jeux Olympiques-là, c'était l'apogée de Carl Lewis, qui a battu plusieurs records. Et pour photographier ces exploits-là, Nikon a décidé de ne pas sortir un 400 mm f2.8, mais un objectif encore plus extrême, puisque Nikon a choisi de développer un 300 mm f2, qui est une optique absolument extrême, puisque l'objectif pèse plus de 7 kg. Il a 4 grandes lentilles frontales qui permettent de corriger diverses aberrations. Les diverses lentilles de l'objectif sont en grande majorité des lentilles à verre avec faible dispersion, mais pour optimiser la qualité optique, Nikon a même utiliser différentes lentilles avec différents indices de réfraction de manière à optimiser les qualités optiques de cet objectif qui était disponible fin 1983. Malheureusement, son poids et son prix ont rendu cet objectif extrêmement rare, puisque peu de photographes ont pu l'acquérir. Et puis, les gens qui en faisaient l'acquisition se rendaient compte que manipuler sur le terrain une optique qui pèse plus de 7 kg est vraiment quelque chose de délicat. Ce qui a conduit Nikon à le produire qu'entre 1983 et 1985 en 464 exemplaires. Il n'en demeure pas moins que cet objectif est un peu unique, puisqu'il n'y a jamais eu d'autres 300 mm f2 dans la gamme d'aucun constructeur de matériel photo. Quand j'étais adolescent, en fait, j'ai suivi cette bataille Canon et Nikon. Je rêvais plutôt d'un 300 mm f2.8 qui pour moi était déjà un objectif complètement inaccessible. Et je suivais cette bataille entre Canon et Nikon, entre 400 mm f2.8 et 300 f2 un peu à distance, sans même rêver pouvoir utiliser un jour cette optique. Et aujourd'hui, grâce à Nikon France qui m'a donné accès à leurs optiques de musée, puisque aujourd'hui cet objectif a plus de 40 ans, ben je peux faire ce test un peu extrême et oser mettre un 300 mm f2 devant un Nikon Z9. Et le 300 mm f2, c'est ce petit jouet que voici.
7 kg sur la balance. Si je veux faire des haltères, il est très bien adapté. Et nous allons voir un peu plus en détail comment réussir à utiliser ce monstre et est-ce qu'il est encore vraiment utilisable sur nos boîtiers modernes alors qu'il a été conçu il y a maintenant plus de 40 ans. C'est pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose avec un objectif aussi lourd. Et voilà. Pour utiliser cet objectif extrêmement lourd, puisqu'il pèse 7100 grammes sans pare-soleil, et comme le pare-soleil n'est pas en carbone, à l'époque on faisait du bon métal, l'objectif avec son pare-soleil pèse 7,5 kg. La seule solution que j'ai identifiée et qui soit vraiment réaliste, c'est d'utiliser l'objectif en association avec un trépied. Mais comme je photographie des insectes en pleine action et je suis ici en Camargue pour photographier des libellules en vol, la solution consiste à équiper le boîtier d'une tête spéciale qui va permettre de donner beaucoup de mobilité à l'ensemble 300 mm f2 et Nikon Z9. Et pour cela, j'utilise un Sidekick Wimberley qui est un excellent compromis parce que on va retrouver exactement les caractéristiques d'une tête pendulaire, à ceci près que quand je la démonte de mon trépied, je peux utiliser le trépied pour des applications plus traditionnelles. J'ai pas besoin de remplacer la tête par une autre. Donc ce que j'utilise moi, c'est depuis très longtemps, je suis un fan de RRS. Donc ici, c'est une rotule RRS de la plus grande taille, le modèle 55, et je l'associe à un Jitso carbone série 4 ici, donc qui donne des sections d'un pied bien généreux et qui supporteront sans problème l'ensemble 300 mm f2 et Nikon Z9. Il faut quand même savoir que l'ensemble boîtier plus objectif va peser près de 9 kg quand même. Et le Sidekick, en fait, va se monter ici sur le côté de la rotule et va reconstituer finalement une tête pendulaire avec l'objectif qui sera monté ici sur la partie droite de la tête. Le Wimberley étant une monture qui se monte latéralement sur le côté, il faut tenir compte du diamètre de l'objectif de manière à ce que l'axe optique soit à peu près centré au milieu de la rotule. Et compte tenu de la taille du 300 mm f2, la lentille frontale mesure 160 mm. Donc c'est presque 2 cm de plus qu'une lentille de 400 mm f2.8. Il a fallu que j'ajoute des entretoises que vous devez voir ici sur le côté ici, des entretoises qui permettent finalement d'éloigner la monture de l'objectif de l'axe du trépied. Donc allons-y, donc je monte ici la rotule Sidekick sur le trépied. Donc je prends bien soin de bloquer les réglages du trépied pour monter le monstre sur la monture Sidekick. Voilà, donc je passe devant la caméra et je positionne l'objectif sur le Sidekick et c'est là qu'on se rend compte, je me fais assister par quelqu'un parce que l'engin est tellement lourd que ça fait pas de mal de tenir l'objectif à 2 mains pendant qu'on visse l'objectif. Et certains auront reconnu la main de ma célèbre assistante Christine, bien entendu. C'est toujours elle qui officie et qui porte et supporte le photographe. Et aujourd'hui, Christine supporte le 300 f2. Donc je vais vous dire à quel point elle est précieuse. Donc une fois que l'objectif est monté, donc je peux maintenant desserrer déjà la rotation dans ce sens-là. Pas encore dans l'autre sens, puisque en fait je travaille avec préméditation, c'est pas la première fois que je monte le 300 f2 sur le Sidekick, et la position dans le sens de la longueur est optimisée de manière à avoir un bon équilibrage avec l'objectif qui est équipé du boîtier. Donc le 300 mm f2 est un objectif à monture F, évidemment, parce qu'il a été conçu en 1983. Il faut que je monte l'adaptateur, donc c'est la très classique bague FTZ 2 ici, pour que je me fasse pas mal aux doigts quand je travaille en cadrage vertical avec le Nikon Z9. Donc je la monte simplement sur l'objectif, là rien de particulier. Et puis il me reste plus qu'à prendre ici un petit Nikon Z9, enfin qui se retrouve petit par rapport à l'objectif, parce que dans l'absolu c'est quand même un beau boîtier de 1,4 kg, et puis il me reste à le monter, si j'y arrive, voilà, sur l'objectif. Et une fois que j'ai fait ça, je peux desserrer la monture Sidekick et vous allez voir que
9 kilos se manipulent avec une aisance vraiment de bon aloi et c'est ça qui va me permettre de suivre les libellules, de cadrer comme je veux et puis si j'ai besoin de bloquer un cadrage, ben, en une fraction de seconde avec les molettes qui vont bien, je peux bloquer un cadrage qui me convient et je n'ai plus qu'à cadrer et à prendre une photo. Et voilà, les premières photos sont prises. Bon, vous entendez pas grand-chose parce que, c'est un boîtier hybride sans obturateur, donc dans le temps, on aurait entendu un beau clac. Imaginez que j'ai mis un Nikon F3, derrière, vous aurez entendu un superbe rafale avec le moteur MD4 qui aurait entraîné tout le mécanisme, les mouvements du miroir, l'obturateur en titane du F3. Toute cette belle mécanique a disparu. Aujourd'hui, on travaille plus qu'avec de l'électronique. Maintenant, reste à voir comment cette électronique ultramoderne, ce Nikon Z9, peut fonctionner ou pas, plus ou moins bien, avec un objectif qui a 40 ans. Pour commencer à photographier les libellules sur des sujets pas trop difficiles, j'ai d'abord recherché à photographier des toutes petites libellules. Ce sont les libellules du tous-ordre des zygoptères, donc les agrillons, les lestes ou autres nymphes au corps de feu, qui sont des toutes petites libellules qui volent sans bruit, mais qui ont aussi la sympathique habitude de rester relativement souvent posées et puis d'avoir un vol relativement lent. Euh, J'avais aussi une crainte qui a pu être dissipée avec ces sujets-là, qui est que ce 300 mm f2 ne supportant pas trop les bagues à longe, parce que j'ai commencé aussi par faire quelques tests avec la fameuse bague de l'époque argentique, la bague PK13, qui est une bague de 27,5 mm et qui permettrait, associée au 300 f2, de cadrer beaucoup plus serré. Je me suis rendu compte que le 300 mm f2 appréciait pas du tout les bagues à longe, puisque sa qualité d'image chutait fortement quand on l'associait avec cet accessoire. Donc il fallait absolument que je fasse avec la distance minimale de mise au point de ce grand téléobjectif qui est quand même de 4 mètres, donc il faut cadrer large. Et je voulais voir si la grande ouverture du 300 f2 et cette association focale 300 mm et ouverture f2 permettait d'avoir des cadrages larges avec des images très graphiques et photographier des petits sujets justement qui allaient prendre très peu de place dans l'image. C'était le sujet parfait pour vérifier si le 300 mm avait ces qualités-là. J'ai tout de suite recherché des situations parmi les végétaux aquatiques sympathiques pour des cadrages larges. Les premières photos avec les petits agrillons m'ont rapidement convaincu que j'avais vraiment eu raison d'embêter le staff Nikon pour qu'il me prête cet objectif de musée, puisque j'ai tout de suite eu de belles images en tête. Et comme on le voit sur les premiers résultats, le 300 mm f2 produit des clichés très graphiques qui permettent de montrer tout autant l'environnement aquatique au bord de l'eau dans lequel vivent les petites libellules que les libellules elles-mêmes. Comme ce sont des libellules, comme je viens de le dire, qui volent relativement lentement, j'ai pu débuter mes séances de prise de vue en utilisant je dirais des techniques classiques ou des techniques qu'on utilisait jusqu'à récemment, c'est-à-dire que j'ai associé le 300 mm f2 avec plusieurs flashs électroniques. J'apprécie beaucoup les flashs Profoto B10 avec leur éclair très court en mode freeze, hein, puisque ces flashs-là permettent d'avoir des durées d'éclair d'un 50 millième de seconde. Et j'ai associé flash électronique, 300 mm f2 et barrière lumineuse laser, ces barrières que j'utilise depuis mes débuts en photographie d'insectes en vol, pour photographier mes premiers agrillons et autres libellules de la famille du sous-ordre pardon, des zygoptères avec le 300 f2. Et les résultats sont vraiment sympas. Comme ce sont des insectes assez coopératifs, ça m'a permis de faire un comparatif, c'est-à-dire que j'ai essayé de prendre dans des conditions assez similaires quelques photographies avec le 300 f2, évidemment, qui est la référence que j'ai voulu vérifier. Et j'ai fait dans les mêmes conditions des photographies avec le 135 mm Plena et avec le 400 mm f2.8 Z.
Les résultats sont simples, c'est que le 135 Plena, c'est l'objectif qui permet de cadrer plus serré, mais on obtient des résultats sympas justement que en cadrant serré, parce que très rapidement, quand on va cadrer de manière plus large, eh bien sa focale relativement limitée fait qu'on a le regard perturbé par des tiges ou d'autres végétaux qui sont pas forcément toujours très gracieux. Le 400 mm f2.8 est vraiment un compromis entre les deux extrêmes que sont le 300 mm f2 et le 135 Plena, et c'est sans doute le compromis idéal pour photographier des libellules, parce qu'il est vraiment intermédiaire entre tous les rendus, donc il a sans doute un rôle le plus universel. Par contre, le 300 mm f2 permet de faire des photos en cadrage large que j'imaginais même pas avant d'utiliser. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des compositions très, très aérées, avec des arrière-plans ou des avant-plans d'ailleurs, parce que c'est toujours très sympa aussi avec un objectif aussi extrême de laisser des végétaux en premier plan, qui sont très graphiques. Et c'est l'enseignement que j'ai tiré de mes premières séances de prise de vue avec le 300 f2. Heu, j'ai aussi découvert quelques difficultés pratiques, c'est-à-dire que, dans les situations de contre-jour très marquées, cet objectif-là qui est ancien a quand même quelques défauts optiques. En particulier, sur les contre-jours violents, on voit apparaître les classiques franges, violettes ou vertes, qui sont des défauts optiques dans les zones de plus fort contraste des contre-jours. Heureusement, avec les outils, dont on dispose aujourd'hui, en post-traitement, j'ai pu les estomper, voire même les annuler complètement. Ce qui fait que ce défaut de cet objectif qui a plus de 40 ans disparaît assez facilement. Ce qui est un petit peu moins facile à corriger, c'est le fait qu'il a un peu moins de piqué que les meilleures optiques, hein. C'est vrai que je l'ai comparé au 135 mm à 8 Plena, et puis au tout nouveau 400 mm f2.8 TCVR en monture Z. Son piqué est un cran en dessous, mais en développant les fichiers RAW de manière très soignée, on arrive quand même à obtenir un piqué tout à fait correct. Et si on zoome dans l'image, on voit une foule de détails autour de mes petites libellules, ce qui montre bien que cet objectif a quand même de beaux restes malgré son grand âge. J'utilise maintenant cet objectif depuis plusieurs semaines et je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. Cet objectif qui a été conçu il y a plus de 40 ans, a un piqué que je peux considérer comme, seulement bon par rapport aux optiques dont on dispose aujourd'hui, hein, et en particulier les optiques, en monture Z pour les appareils hybrides qui ont qui ont fait encore un gap en qualité par rapport aux objectifs de génération précédente. Cet objectif qui a 40 ans a un piqué qui est bon, sans plus, à f2. Puisque bien entendu, cet objectif-là, je l'utilise, toujours à pleine ouverture, hein. Il n'y a pas tellement de sens d'emmener, 9 kilogrammes comme ça sur le terrain pour ne pas utiliser le 300 mm f2 à f2. Cela étant dit, je ne suis pas en train de dire que mon test du 300 f2 ne me plaît pas, bien au contraire, parce que, je peux faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire, mais je vais le faire devant vous. C'est que dès qu'on jette l'œil dans le viseur et qu'on tourne la bague de mise au point, il se passe des choses fantastiques, puisque, la première réaction qu'on a quand on regarde dans le viseur, c'est: «Waouh!» Parce que, heu, je vais dire quelque chose qui est une évidence, mais en optique, il y a les règles de la physique sont ce qu'elles sont et on peut pas trop y toucher. C'est que cet objectif-là, eh bien, c'est un 300 mm f2 et il a le rendu d'un 300 mm f2. On peut dire ce qu'on veut, mais une belle optique avec une très grande ouverture comparée à sa distance focale permet de produire des images, beaucoup plus graphiques qu'une optique plus conventionnelle. J'ai eu tout de suite, des idées de clichés de libellules relativement à grande distance de l'appareil qui me sont venus à l'esprit, et je n'avais plus qu'à venir ici en Camargue pour essayer de les concrétiser. Les petits agrillons m'ont permis d'avoir de la confiance, et grâce à elles, il était temps de passer à des sujets beaucoup plus délicats et utiliser ce superbe 300 mm f2 pour photographier des grandes libellules qui ont un vol autrement plus rapide. J'avais l'ambition, pour montrer les mouvements des ailes ou les positions des ailes particulièrement graphiques, quand les libellules s'inscrivent dans des courbes ou font des passages en vol très rapides. Je voulais surtout pas photographier simplement, comme on le voit souvent, des libellules en vol stationnaire, hein, parce que les grandes libellules savent bien faire ça, mais au contraire, les photographier dans des courbes, dans des virages, lorsqu'elles font des acrobaties, lorsqu'elles sont dérangées par une autre libellule qui essaye de leur voler leur perchoir. En somme, faire des photos d'action ultra rapides.
Et pour cela, j'ai eu tout de suite l'idée très logique d'exploiter les fonctions les plus modernes du Nikon Z9 que je montais derrière le 300 mm f2 pour mettre toutes les chances de mon côté et figer des actions ultra rapides que les libellules savent bien réaliser. Pour adapter les réglages du Nikon Z9 au 300 mm f2, il y a deux paramètres importants à prendre en compte. Le premier concerne un paramètre que j'ai placé dans mes réglages personnalisés ici, qui est le paramétrage des objectifs sans microprocesseur. Donc sur mon boîtier, l'objectif numéro 7, c'est bien un 300 mm qui ouvre à f2. Et puis, ce qui est intéressant avec les firmware récents, c'est qu'on peut en plus donner un nom à l'objectif. Donc ici, j'ai bien sûr inscrit AIS 300 mm f2 IFED. Et ces paramètres-là permettent de rendre le stabilisateur du boîtier opérationnel avec des objectifs sans microprocesseur. Bon, certes, avec un tel objectif comme ça, il faudrait mieux avoir également un stabilisateur dans l'objectif. Bon, on n'en a pas, évidemment. Et le deuxième paramètre, il concerne la réactivité du boîtier. Donc cette fois-ci, il faut aller dans le menu configuration du boîtier, configuration de la prise de vue, et la fonction D4 permet d'activer et de régler le prédéclenchement. Donc en ce qui me concerne, moi ce que je choisis le plus souvent, c'est une taille de buffer qui correspond à un enregistrement de 0,5 secondes avant l'appui sur le déclencheur, ce qui est largement suffisant par rapport au réflexe que j'ai, et ça me permet de ne pas non plus enregistrer un trop grand nombre d'images sur la carte mémoire à chaque prise de vue. Et avec ces deux paramètres correctement réglés, et je n'ai plus ici qu'au niveau cadence de prise de vue à régler le boîtier sur C30, donc 30 images par seconde en 45 millions de pixels, pour avoir un boîtier très réactif face au vol très rapide des libellules. Et c'est parti. À partir du mois de mai, on trouve de nombreuses libellules partout où il y a de l'eau, et mes terrains de prédilection sont bien sûr la Camargue, où on trouve énormément de libellules, mais aussi les launes qu'on trouve au bord du Rhône, ou simplement des étangs où les libellules trouvent à la fois le biotope pour que leurs larves se développent dans l'eau, et puis ensuite, lorsqu'elles sont adultes, c'est-à-dire les libellules qui volent et que je vais photographier, elles trouvent leur proie au-dessus de l'eau, puisqu'elles sont carnivores, elles chassent des insectes. Parmi les libellules que j'ai pu photographier, j'ai eu la chance, parmi les roseaux, de trouver en Camargue des libellules écarlates qui sont très sympas, parce que ça permet d'avoir un éclair rouge qui traverse le viseur quand on prend les photos, puisque cette libellule a un corps tout rouge. C'est l'occasion de créer des images où on oppose le vert de son environnement avec le rouge du corps. Donc c'est un des souvenirs particuliers que j'ai, et que le 300 f2 a permis de figer. Au mois de mai aussi, j'ai rencontré pas mal de libellules fauves, qui sont des libellules dont en particulier le mâle est intéressant parce qu'il a le corps, mais aussi les yeux bleus pâles. Je trouve que c'est très graphique. Et la difficulté avec le 300 mm f2, c'était de réussir à obtenir une photo où la libellule avait une position intéressante, mais aussi l'image mettait bien en relief les grands yeux bleu pâle de la libellule fauve. Et comme toujours, en persévérant, j'ai obtenu de bons résultats. Donc j'ai poursuivi comme ça ma recherche de libellules avec le 300 f2. Bon, je dois dire que j'ai réussi moins de photos que ce que j'ai l'habitude de faire, pour une raison simple. C'est pas tellement la profondeur de champ qui à f2 est courte, mais bon, il y a rien de particulier, hein. Moi, j'ose utiliser par exemple le 58 mm Noct qui ouvre à 0,95, donc quand dans cette situation-là, j'ai encore moins de profondeur de champ. Donc les caractéristiques, je dirais, de grande ouverture du 300 mm f2 ne m'ont pas gêné. Par contre, ce qui était beaucoup plus gênant dans la pratique sur le terrain, c'est le poids de cet engin. Ces 7,5 kg avec le pare-soleil font que l'objectif est quand même très délicat à mettre en œuvre, qu'il est quand même moins maniable qu'une optique plus légère. Et ça m'a quand même pas mal pénalisé. Et c'est sans doute pour ça que j'ai moins de photos à vous montrer que si j'avais travaillé avec mon plus classique 400 mm f2.8. Mais je n'aurais pas le rendu d'image que j'apprécie. Au mois de juin, peu de temps avant que je doive rendre ce bel objectif au musée Nikon,
Et j'ai eu l'idée de rechercher vraiment les lumières les plus sympas qui magnifient le rendu d'image. Et je me suis rendu au bord d'un étang où il y a vraiment beaucoup de grandes libellules, beaucoup d'achnes, qui sont parmi les plus grandes libellules qu'on trouve par chez nous, et qui volent au-dessus d'un étang qui, en fin de journée, est sympa parce qu'il reste éclairé par le soleil très longtemps alors que le soleil est bas sur l'horizon. À partir de 17 ou 18 heures, l'ambiance est vraiment très sympa et on obtient des reflets sur l'eau très marqués, des contre-jours très intenses qu'on peut travailler avec une végétation au bord de l'eau qui est quand même très dense. Donc je suis allé au bord de cet étang-là et j'ai osé mettre la très grande lentille de ce 300 mm f2 qui est vraiment gigantesque, hein, puisqu'elle mesure 160 mm de diamètre. Et j'ai osé mettre cette lentille-là dans la lumière de fin de journée. J'ai eu la chance de me retrouver au bord de cet étang avec plusieurs achnysocèles, qui sont ces très belles achnes à corps brun avec des yeux verts. Donc c'est vraiment un insecte très sympa qui cherchait à se poser sur un perchoir en fin de journée, puisque la température baissait un petit peu. Mais elles étaient perturbées en permanence par un anax empereur qui venait les embêter parce qu'il voulait se poser sur les mêmes perchoirs. Donc, je me suis retrouvé dans une situation idéale d'un point de vue lumière, d'un point de vue ambiance, d'un point de vue végétation autour de mes sujets, avec des libellules qui ne cessaient de voler parce qu'elles essayaient de se poser sur des perchoirs qui étaient à 5 ou 6 mètres de moi. Donc, toutes les chances étaient de mon côté. J'ai utilisé le Z9 au maximum de ses possibilités, donc à 30 images par seconde, avec la fonction de prédéclenchement. J'ai bien fait attention d'avoir la grande lentille du 300 mm dans la direction du contre-jour, sans pour autant avoir de la lumière directe sur la lentille frontale, donc avec l'extension de pare-soleil qui rend l'objectif gigantesque, mais qui était là vraiment indispensable. Et puis la magie est opérée. Donc il y a des situations où, quand on persévère, quand on est un petit peu fou pour utiliser des optiques pareilles, et qu'on insiste pour vraiment concrétiser le rêve que j'avais quand je suis allé embêter Nikon, eh bien, il s'est passé quelque chose de magique que j'ai pressenti dans le viseur en voyant les haches traverser le viseur tellement vite que je ne savais pas vraiment quelle photo j'étais en train de réaliser. Mais la fonction de prédéclenchement, les rafales à 30 images par seconde et cet objectif fantastique a permis d'obtenir des images avec un rendu féerique. Et c'est des images que vous découvrirez en ce moment. Et j'en ai toute une série, j'ai pas loin d'une dizaine d'images très fortes dans des positions différentes, avec l'achne sur l'aile, de face, de dos, vraiment toute une série d'images où la lumière magnifie l'environnement et le cadrage très large que le 300 mm f2 permet m'a conduit à réaliser une série d'images que j'oublierai jamais. Je dois remercier l'équipe Nikon qui m'a enfin autorisé à l'utiliser, de m'avoir permis de réaliser ces images qui ne sont pas réalisables avec ce même niveau de graphisme avec une autre optique. Donc ce 300 mm f2, c'est mon petit chouchou et je l'adore vraiment beaucoup. En guise de conclusion, après quelques mois d'utilisation de ce monstre, j'ai simplement un conseil à donner aux ingénieurs de Nikon. Parce que peut-être ont-ils oublié qu'un 300 mm f2, c'est un 300 mm f2. Et je leur conseille d'aller au musée Nikon qui est à Tokyo et qui vient de rouvrir, hein. C'est juste au rez-de-chaussée du bâtiment où les ingénieurs travaillent, et d'aller sortir de la vitrine un petit 300 mm f2, hein. Il y a un 300 mm f2 qui est monté sur un Nikon F3 HP avec un moteur MD4 dans le musée, hein, je l'ai bien vu. Donc il suffit qu'ils aillent prendre cet objectif-là et puis qu'ils regardent dans le viseur. Et le seul conseil finalement qu'il faut donner aujourd'hui, c'est Monsieur Nikon, faites-nous un 300 mm f2 en monture Z avec des lentilles en fluorite, comme vous savez bien mettre aujourd'hui dans un 400 mm f2.8 ou un 600 mm f4. Vous saurez l'alléger. On n'est pas trop exigeant, hein. Un 300 mm f2 qui pèserait 4,5 kg serait parfait. La dernière chose sur laquelle il faut être attentif, c'est la distance minimale de mise au point, puisque ce 300 mm f2 ancien a une distance mini de 4 mètres, 3 mètres, ou rêvons 2,80 m serait vraiment parfait, avec une profondeur de champ peut-être encore plus courte et des rendus encore plus magiques. Ce serait vraiment le rêve, qu'après avoir construit un 58 mm Note
qui ouvre à f0,95, nous avoir ravis avec, un superbe rendu du 135 mm Plena, eh ben, redoublez d'efforts et sortez-nous un Nikon Z 300 mm f2 Plena et on sera parfaitement, conquis, ravis et je suis sûr que vous en vendrez encore 464 exemplaires. Au travail.